La Tech for Good est-elle l'affaire de tous? C'est le thème de notre émission ce mois-ci. Bonjour à tous et bienvenue dans Businesswoman. La Tech for Good est-elle l'affaire de tous? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos deux invités. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Elsa Hermal, la cofondatrice d'Épicerie. Bonjour Elsa. Bonjour Mathilde. Et donc à tes côtés, Eva Sadoun, la cofondatrice de Lita.co. Bonjour Eva. Bonjour. Alors peut-être que nos spectateurs ne vous connaissent pas, on a scrollé votre compte Instagram. Je vous propose une bio éclair. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien tout de suite, la réponse en images. Pris d'assaut par de jeunes entrepreneurs ambitieux et créatifs, la foodtech a le vent en poupe. Au milieu de cet écosystème, certaines pépites tirent leur épingle du jeu, à l'instar d'Épicerie. Créée en 2016 par Elsa Hermal et Édouard Morange, Épicerie est un service foodtech qui propose la livraison à domicile et dans l'heure de produits frais provenant des artisans et commerçants du quartier. Qui aurait cru que digitaliser des produits frais rencontrerait un tel succès? Aujourd'hui, Épicerie compte plus de 400 commerçants et Elsa Hermal a été désignée par Forbes comme l'un des entrepreneurs Under 30 Europe à suivre. C'est ce que l'on appelle une success story. Alors Elsa, une success story donc? Écoute, c'est vrai que Épicerie c'est une très belle aventure humaine déjà puisqu'on travaille avec des commerçants et artisans passionnés, donc des bouchers, des poissonniers, des primeurs et j'en passe. Plus récemment, nous avons également conclu un partenariat avec Monoprix et Naturalia. Donc les actifs peuvent se faire livrer leurs courses facilement via notre application Épicerie et notre site internet épicerie.com. Et là, énorme nouvelle, on vient de lancer un premier service dans toute la France qui permet de faire des bonnes affaires sur des marques de qualité qu'on peut retrouver en vente éphémère pendant 2 semaines à prix jusqu'à moins 50%. Donc voilà, Épicerie qui était ouvert jusqu'à présent uniquement à Paris, Lyon et sur un certain nombre de villes de la Petite Couronne est maintenant disponible au national. Excellente nouvelle, on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite, ça ne fait que commencer. Eva, à votre tour, je vous propose qu'on regarde ensemble votre bio Instagram. Dévorés par leur envie commune de voir émerger une finance plus solidaire, Eva Sadoun et Julien Benayoun fondent Lita.co. Cette plateforme d'investissement participatif, qui se veut une alternative au placement traditionnel, permet aux particuliers de placer leur argent dans des entreprises sélectionnées pour leur impact social et environnemental positif. Le bénéfice est double. D'une part, cela permet aux particuliers de se reconnecter à leur épargne. D'autre part, cela leur donne la possibilité de soutenir des projets durables. Le succès est au rendez-vous et la croissance ne se fait pas attendre. Avec Lita.co, Eva embrasse un rêve, celui d'une économie solidaire au service d'un monde meilleur. Alors Eva, dites-moi, est-ce que j'ai tout bon sur cette vidéo ou est-ce que j'ai oublié des points importants? Non, clairement, nous, notre objectif, ça a toujours été de lutter contre le phénomène de financiarisation extrême de l'économie, qui est assez invisible pour les gens vu qu'il est très peu compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire que concrètement, sur l'ensemble des transactions financières, il y a moins de 10% qui financent vraiment l'économie. Donc en fait, l'augmentation de cette économie financiarisée décroît en fait la croissance économique et le développement. Et avec Julien, on a toujours voulu lutter contre ça. Et c'est pourquoi, donc effectivement, on a cette plateforme d'investissement qui est présente en France, en Belgique et en Italie, bientôt au Luxembourg, mais également d'autres en fait, services financiers qu'on essaie de solidariser, comme par exemple l'accompagnement, la levée de fonds, la création de fonds également pour développer cette entreprise durable, cette entreprise d'impact positif. Et on est en train d'aller encore plus loin aujourd'hui et d'essayer de proposer en fait, aux particuliers l'ensemble de la gamme de produits d'épargne, mais pour que ces produits d'épargne aillent aussi dans une logique plus solidaire. Donc à travers par exemple votre produit d'assurance vie demain, et vous pourrez financer des entreprises près de chez vous avec un impact social et environnemental fort. Alors justement, cet impact social et environnemental, c'est le sujet de notre débat. Je vous propose tout de suite qu'on passe à la suite. Alors l'impact sociétal et environnemental des entreprises, nous en parlions à l'instant. Est-ce que c'est à cela que se résume la Tech for Good aujourd'hui ?
C'est vrai que la Tech for Good aujourd'hui, c'est cette industrie qui utilise la technologie au service du bien commun. Donc effectivement, l'idée étant vraiment d'utiliser la tech pour résoudre des problématiques sociales ou environnementales diverses. On peut voir d'ailleurs les 17 objectifs du développement durable. Sur ces 17 objectifs, on peut à chaque fois développer une solution tech qui va répondre à une problématique ou à l'autre. Mais pour moi, la Tech for Good, ça ne se résume pas uniquement à l'impact de la tech, mais aussi à la manière dont la tech fonctionne et à l'ensemble en fait, de la chaîne de valeur de la tech. Je veux dire, la manière dont est codé, par exemple, le processus ou le produit technologique, à la manière dont l'entreprise Tech for Good va recruter ses salariés, va mettre en place une politique de diversité et aussi à la manière dont les richesses aussi sont réparties. Parce que le principal problème de la tech aujourd'hui, c'est pas uniquement l'impact négatif de cette tech, bien que ça peut être un désastre écologique à certains niveaux, mais également la répartition de la richesse actionnariale notamment, qui aujourd'hui est quand même dirigée vers quelques actionnaires majoritaires et peu répartie auprès des salariés et surtout auprès des utilisateurs. Eva, vous voyez aujourd'hui dans votre quotidien beaucoup d'entreprises qui œuvrent pour le bien commun. Comment on les différencie? Comment on voit celles qui sortent du lot? Alors nous, on va vraiment les analyser. Ce qui est intéressant, c'est de définir pourquoi est-ce qu'une entreprise est une entreprise d'impact. Donc on a défini 3 critères, l'utilité sociale et environnementale avec ses 17 objectifs du développement durable, un modèle économique très pérenne et effectivement très ancré sur les parties prenantes. Et le troisième truc, c'est la répartition de la richesse. Comment est-ce qu'elle est mise en place au sein de l'entreprise? On a décidé de ne pas être trop dogmatique. Ce qui peut être parfois le cas des approches d'investissement et des fonds, où on va chercher de la tech for good en hyper-croissance, ou des projets ultra liquides et justement pas très risqués. Nous, on a décidé vraiment d'adresser tous les besoins du secteur de l'utilité sociale. Donc, on va tant accompagner de la tech for good, effectivement, que des projets d'énergie renouvelable, que des logements sociaux, que des plus grosses PME en insertion, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche très personnalisée aussi par type de projet et d'arrêter d'être dans la super-industrialisation, justement, du processus d'investissement qui est un peu le problème des VC auparavant, à mon sens. Aujourd'hui, que les entreprises se préoccupent de l'impact sociétal et environnemental, c'est une liberté. Est-ce que ça doit devenir un devoir demain, selon vous ? Alors, je ne sais pas si la Tech for Good, c'est forcément un devoir. En revanche, toutes les entreprises se doivent de se préoccuper de leur impact social, sociétal et environnemental. C'est aussi une richesse pour une entreprise, puisqu'aujourd'hui, les consommateurs sont à la recherche de plus de qualité, de plus de traçabilité et de marques et de produits dans lesquels ils peuvent avoir confiance. Nous, c'est vrai que c'est pour ça que chez Épicerie, on a choisi de se reposer sur des commerçants et des artisans. On sait que les clients veulent à la fois bien manger, mais aussi soutenir ces artisans. Donc, c'est au service de l'entreprise d'avoir une démarche Tech for Good et de pouvoir prouver son impact vis-à-vis de ses consommateurs, vis-à-vis de ses partenaires. C'est manquer de responsabilité, c'est être irresponsable aujourd'hui que de ne pas se soucier de cet impact quand on monte une start-up ? C'est être irresponsable et c'est être un peu idiot aussi. Parce qu'en fait, concrètement, on sait que l'utilité sociale et environnementale, c'est ce qui rend un projet durable. C'est ce qui fédère en fait, une communauté de salariés, d'utilisateurs, etc. C'est des projets dans lesquels les gens se retrouvent. Donc effectivement, c'est être un peu idiot, mais c'est effectivement être irresponsable aussi. Parce que même si... à titre personnel ou en tant qu'entrepreneur, on ne ressent pas forcément le besoin d'avoir cette utilité sociale. Pour moi, quand on est un entrepreneur, on est un peu un homme politique du terrain. On est quelqu'un qui a effectivement cette responsabilité auprès de ses parties prenantes. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous diraient que l'intégrité, ce n'est pas la meilleure voie possible pour la rentabilité, que ce n'est pas compatible en fait ? Aujourd'hui, monter une entreprise, ça doit être à la fois un modèle économique solide et une vraie solution qui est durable. C'est ce que tu disais, Eva. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. À la fois, on ne peut pas construire un modèle purement social s'il n'y a pas de résilience économique derrière. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est irresponsable et effectivement très peu orienté consommateur que d'avoir une marque ou un produit dans lequel les gens ne peuvent pas avoir confiance et qui ne leur propose pas une solution vraiment durable. Aujourd'hui, c'est dans l'intérêt des entreprises d'allier ces deux approches. Est-ce que c'est plus facile d'aller chercher des financements quand on œuvre pour une entreprise à impact social ou est-ce qu'au contraire, les investisseurs sont un peu frileux par rapport à ça ? Dans notre expérience chez Épicerie, aller chercher des financements avec un projet qui concilie à la fois un modèle économique résilient et une dimension sociale, sociétale et environnementale, ça a été aussi une opportunité d'obtenir de l'adhésion au projet. C'est-à-dire que d'avoir un projet qui porte des valeurs fortes, qui a un impact positif sur la société, ça permet d'avoir des investisseurs, des clients, des partenaires qui
qui viennent adhérer au projet rapidement et qui se passionnent et qui nous accompagnent pendant très très longtemps. Ça, c'est dans le cas d'une résilience économique forte. Mais quand on démarre, c'est pas toujours le cas. En général, Eva pourra peut-être répondre mieux que moi, mais quand on va chercher des financements, effectivement, c'est important de pouvoir montrer la rentabilité du modèle. Non, tout à fait. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie valeur ajoutée d'avoir un impact, parce que tous les nouveaux fonds, en tout cas, présentent la thématique d'impact comme étant leur thématique prioritaire. Après, la problématique, c'est pas d'aller avec un projet impact vers ces fonds-là, c'est que ces fonds aussi adoptent une posture un peu différente. Parce qu'avoir un impact fort, c'est effectivement faire des choix aussi économiques qui font que la rentabilité est un peu plus éloignée dans le temps, qu'on doit aussi trouver du capital patient si on veut vraiment maximiser son impact social. Et ça, les nouveaux fonds dirigés vers l'impact doivent le comprendre et ne doivent pas en fait reproduire les mêmes mécanismes financiers qui ont été ceux de la finance d'autrefois, quoi. Et alors, quel est le rôle de l'État dans cette économie collaborative aujourd'hui ? L'État, pour moi, il a un rôle de boussole de l'intérêt général et c'est un rôle qu'il a un peu trop oublié. Donc pour moi, le rôle de l'État ne devrait pas être de fixer des politiques économiques, mais justement de voir comment est-ce que ces politiques économiques ont un impact sur les citoyens, sur le milieu entrepreneurial, etc. Donc pour moi, son rôle, c'est de fixer les règles d'une économie plus durable et personnellement, je suis plus pour de la régulation. Je pense que ça viendra des consommateurs, mais qu'à un moment, il faut aussi que l'État fasse des choix. Clairement, si on veut ne pas tomber dans un désastre écologique profond, il faudra un moment que les gens arrêtent de prendre l'avion. C'est un fait. Et si l'État ne régule pas, cette économie ne tournera pas mieux, à mon sens. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis d'accord avec ce que tu dis. En même temps, je pense que certaines innovations peuvent aussi servir à apporter du changement et que l'État s'adapte. Par exemple, moi, j'ai été très marquée par ce qui s'est passé sur la mobilité ces dernières années, avec des acteurs comme Blablacar, par exemple, où en fait les consommateurs ont utilisé tellement des innovations qui sont collaboratives et qui poussent à la durabilité que finalement, ça oblige des acteurs industriels et institutionnels à s'adapter. Et ça, je trouve ça extrêmement riche. Ce mois-ci, c'est un message de notre réseau partenaire, Les Premières. Être entrepreneur signifie connaître un chemin sinueux semé d'échecs, mais aussi et surtout de réussite. Et lorsque cela arrive, il faut le célébrer. Il n'y a pas de petit succès, nous dit Les Premières. Chaque étape d'avancement influera sur sa structure finale. Le conseil du réseau, c'est d'assumer, de ne pas avoir peur de plaire et de prendre le temps de se dire que c'est une réussite. À bon entendeur. Elsa et Eva, vous n'êtes pas venues les mains vides, vous êtes toutes les deux venues avec un coup de cœur culture. Et Elsa, on commence avec toi, puisque je vois que tu as entre les mains un livre. Dis-nous tout. Voilà, moi, mon coup de cœur, c'est ce livre, L'intelligence artificielle pas sans elle, coécrit par deux scientifiques, Aude Bernheim et Flora Vincent. C'est un livre qui parle de l'intelligence artificielle et qui explique en quoi les biais de la société peuvent être reproduits, voire accentués par les algorithmes, avec plein d'exemples concrets. Donc c'est vraiment accessible à tous et ça intéressera tous ceux qui s'intéressent à l'impact des nouvelles technologies sur notre société, ou aussi aux nouveaux enjeux des inégalités hommes-femmes. Donc voilà, c'est super et je vous le conseille. Merci beaucoup Elsa pour cette lecture presque indispensable à vous entendre. Eva, vous êtes également venue avec un conseil culture. Il s'agit d'un film, je crois. Je vous laisse en parler face caméra. Oui, j'ai vu récemment donc Je veux du soleil qui a été réalisé notamment par François Ruffin et je trouve qu'il cristallise beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui et beaucoup de problématiques économiques actuelles, le manque de lien social fort en fait de notre économie et qui montre à quel point le mouvement des Gilets jaunes est aussi intégré dans cette volonté, ce besoin de créer du lien sur les territoires, sur les problématiques économiques que les gens veulent combattre aujourd'hui, le manque d'égalité de richesse, les écarts de salaire beaucoup trop grands. En France, on est entre les dirigeants et les salariés à plus de 72 points de différence, donc c'est excessif. Et aussi cette espèce de justice fiscale à deux vitesses qu'on veut vraiment nous affronter aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est au RMI, au RSA, concrètement, va payer plus d'impôts parfois qu'une boîte dans les techs, toute proportion gardée. Mais concrètement, voilà, on a besoin de plus de réalisme et de plus d'ancrage. Et ce film vraiment cristallise ce besoin-là et je vous le conseille à tous, c'est vraiment sublime. Merci beaucoup Elsa et Eva d'avoir participé à notre émission. Voilà, Businesswoman, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et partager cette émission disponible sur Facebook, sur wedobiz.com et demain.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau de Businesswoman.